Je m'appelle Adam et j'ai 29 ans. Si vous demandiez à n'importe qui dans ma famille qui est le plus discret, il me pointerait du doigt. Je ne suis pas du genre à crier pendant le dîner, ni à chercher à être sous les feux de la rampe. Je ne crée pas de problème. J'écoute plus que je ne parle. Je ne pique pas de crise de colère, même quand je devrais probablement le faire. Ça n'a tout simplement jamais été mon style. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que les gens comme ça, les plus discrets, ont tendance à être sous-estimés. Et parfois, ce sont nous qui nous souvenons de tout. Mon frère Nat a 2 ans de moins que moi, et en grandissant, notre dynamique était exactement ce à quoi on pourrait s'attendre, entre 2 garçons proches en âge. Chaotique, mais proches. Nous avons partagé une chambre jusqu'à ce que j'aille à l'université, nous avons une autre lot de bagarres dans le jardin, et nous nous couvrions mutuellement, quand les choses tournaient mal avec nos parents. Mais les choses ont changé, après l'université. Nat s'est lancé dans la vente et a beaucoup misé sur l'image, costume sur mesure, une BMW en leasing, et un fil d'actualité sur les réseaux sociaux rempli de selfies à la salle de sport, et de citations motivantes qu'il ne mettait pas en pratique. Je suis resté discret, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, j'ai déménagé dans une ville plus calme, et j'ai construit une vie solide, que je ne ressentais pas le besoin d'afficher. Nous nous parlions toujours, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Comme si on ne me gardait dans les parages que par obligation, et non par affection. Quand il s'est fiancé à Brianna, une femme que j'avais rencontrée exactement 2 fois, j'étais sincèrement heureux pour lui, même si elle semblait être le genre de personne à dire des choses comme « nous sommes juste très assortis en tant que couple », et à agir comme si mon travail. La conception de composants structurels pour des éoliennes, était d'une certaine manière moins impressionnant, que celui de Nat qui vendait des matelas de luxe. J'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé. J'ai répondu présent le jour même où j'ai reçu l'invitation, j'ai proposé mon aide pour tout ce qui concernait la technique ou l'installation de la salle, j'ai été poliment repoussé, et j'ai même envoyé 200 € via Venmo pour le week-end d'enterrement de vie de jeune fille garçon commun. Auquel je n'étais pas invité. Le mariage a eu lieu dans un domaine viticole, à 1 heure de la ville. Rustique, mais hors de prix, très en accord avec leur image. J'avais loué un costume, pris une chambre d'hôtel à proximité, et apporté un cadeau attentionné, une carte avec un chèque de 1500 €. Ce n'était pas seulement généreux, c'était significatif. Cet argent n'était pas de la petite monnaie pour moi. Je l'avais économisé petit à petit, voulant contribuer de manière importante, parce que je croyais sincèrement que c'était censé être un grand moment, pour mon frère. J'étais nerveux en conduisant jusque-là, non pas à cause de l'événement, mais parce que quelque chose dans mes tripes me disait que cette journée ne se déroulerait pas sans accroc. Quand je suis arrivé sur place, j'ai vu le plan de table, affiché sur un petit chevalet près de l'entrée. Je l'ai parcouru pour chercher mon nom. Un premier passage, rien. J'ai regardé à nouveau, puis encore une fois, mon nom n'y était pas pensant qu'il s'agissait d'un oubli, je suis entré et je me suis approché de l'une des organisatrices du mariage, une jeune femme qui jonglait avec des porte-blocs et un talkie-walkie. « Bonjour, excusez-moi », ai-je dit doucement. « Je ne crois pas voir mon nom sur le plan, Adam Reynolds. » Elle m'a jeté un coup d'œil, visiblement déjà épuisé, puis a feuilleté sa liste d'invités. « Adam, oh, vous êtes le frère de Nat, c'est ça ?» Son ton a changé, comme si elle réalisait quelque chose de gênant. « Oui, alors il y a eu quelques changements de dernière minute. Je crois que vous êtes censé être du côté du mur ouest. Il y a quelques places libres, près de la cabine photo. Le mur ouest. » J'ai cligné des yeux. Ce n'était même pas à une table. C'était près des enceintes, où les chaises pliantes supplémentaires avaient été empilées, comme si on y avait pensé après coup. Pensant toujours qu'il devait s'agir d'une erreur, je m'y suis dirigé. C'est là que je l'ai remarqué. Le seul siège étiqueté qui aurait dû être le mien avait un carton de placement, mais pas à mon nom. Il était écrit « Tiffany, cousine +1 ». Je ne savais même pas qui était Tiffany, mais elle était déjà là, sirotant du champagne sur le siège que je pensais être le mien, riant avec un groupe de personnes que je reconnaissais à peine. Essayant de rester calme, j'ai marché vers ma mère, qui ajustait la boutonnière sur la veste de mon père. « Et, ai-je dit, en essayant de paraître décontracté. Tu sais ce qui se passe avec les places. » Elle n'a même pas levé les yeux. Oh, oui. La famille de Brianna a eu plus de monde que prévu, et ils viennent tous de si loin, qu'on n'a pas voulu les déplacer. Reste juste près du mur pour la cérémonie.
Tu verras quand même tout. Le mur, ai-je répété, un peu trop fort. Mon père m'a jeté un regard, comme si je faisais un scandale. Ce n'est pas grave, a dit ma mère, en m'écartant d'un geste de la main. Ne gâche pas les photos, en boudant. Je ne boudais pas. J'étais abasourdi. Et puis est arrivé le dernier coup de couteau. La voix de Brianna, claire et tranchante, derrière moi. Oh, tant mieux. Tu as trouvé une place, a-t-elle dit, sans même attendre de réponse. Nous essayons juste de garder les photos de famille impeccables. Tu sais, je ne sais pas à quoi ressemblait mon visage, mais il a dû exprimer tout ce que j'essayais de cacher, car elle a ajouté rapidement, ce n'est rien de personnel. Tu seras toujours sur les photos de la réception. Je te le promets. J'ai hoché la tête, les lèvres pincées. Elle s'est éloignée, avec son groupe de demoiselles d'honneur à sa suite. Il y a une sorte d'humiliation qui ne s'accompagne pas de cris ou de larmes. Juste une douleur lente et sourde dans la poitrine, quand vous réalisez que vous n'êtes pas le bienvenu, là où vous auriez dû l'être. Je suis resté là une minute, essayant de ravaler ça, mais mes yeux ont dérivé à travers la pièce, vers la table des cadeaux. Une surface recouverte de lin blanc, près du gâteau, chargée de boîtes emballées dans des couleurs pastel et d'enveloppes élégantes. La mienne était facile à repérer, argent mat, adressée à la main, soigneusement glissée sous un fin ruban. J'avais scellé cette enveloppe avec tellement de soin, y glissant même un mot sur la fierté que j'éprouvais pour Nat, sur la façon dont j'espérais que cet argent les aiderait à entamer leur nouveau chapitre. Je n'ai même pas réfléchi. J'y suis allé directement, je me suis penché, et je l'ai calmement reprise. Personne ne m'a arrêté. Personne ne l'a même remarqué au début, jusqu'à ce que je me tourne vers la porte, et que quelqu'un, peut-être l'un des garçons d'honneur, lance, et « Adam, où vas-tu » Je ne me suis pas arrêté. J'ai simplement regardé par-dessus mon épaule, j'ai levé l'enveloppe, et j'ai dit « Ne t'inquiète pas. Je resterai hors du cadre pour toujours. » J'étais presque à la sortie, quand j'ai entendu la voix de Nat derrière moi. « Adam, attends. » Je me suis arrêté de marcher, mais je ne me suis pas retourné. Je me tenais là, juste à côté des grandes portes à double battant, qui donnaient sur le parking en gravier. Une main sur la poignée en laiton poli, et l'autre serrant l'enveloppe, comme si c'était la seule chose solide qui me gardait les pieds sur terre. Adam, a répété Nat, plus près maintenant, ses chaussures crissant doucement sur le sol derrière moi. Allez, mec. Ne fais pas ça. Ce n'est pas si grave. Je me suis retourné lentement, et pour la première fois depuis des années, je l'ai vraiment regardé. Il se tenait là dans son smoking de créateur, sa boutonnière légèrement de travers, le champagne pétillant toujours dans un verre de sa main gauche. Il avait l'air confus, comme si c'était moi qui faisais une scène, comme s'il n'avait pas simplement relégué son propre frère sur une chaise pliante près de la cabine photo, parce que la cousine de Brianna avait amené un invité supplémentaire. Pas si grave, ai-je répété doucement. Ouais, a-t-il dit en haussant les épaules, baissant un peu la voix, comme s'il ne voulait pas que les autres invités l'entendent. C'est juste le placement, mon frère. Ce n'est pas comme si on t'avait mis à la porte. Et la famille de Brianna, mec, ils ont pris l'avion depuis le Portugal. On a dû faire de la place. J'ai laissé échapper un petit rire, mais ce n'était pas drôle. Donc, je dois m'asseoir dans un coin, et espérer que personne ne me demande si je suis le DJ. Mec, ne sois pas dramatique. C'est une journée. Tu vas sérieusement faire en sorte que tout tourne autour de toi. Celle-là m'a fait l'effet d'un coup. Faire en sorte que tout tourne autour de moi. J'avais passé des années à être présent pour les anniversaires, les fêtes, les barbecues familiaux, toujours le premier à envoyer des cartes, à me souvenir des anniversaires de mariage, à rester tard pour aider à nettoyer pendant que Nat disparaissait pour prendre un appel. Je n'avais jamais rien ramené à moi. Et c'était peut-être ça, le problème. Peut-être qu'ils s'étaient tous tellement habitués à ce que je ne prenne pas de place, que l'idée que j'ai besoin d'une chaise, d'une seule chaise littérale, était soudainement de trop. J'ai pris l'avion, ai-je dit lentement. J'ai loué une chambre d'hôtel. J'ai acheté un costume. Je vous ai donné 1500 €. Je vous donne, a-t-il corrigé, en pointant l'enveloppe du doigt. C'est ça. Je donnais, ai-je dit. Mais j'ai réalisé quelque chose. Je ne suis pas vraiment ton frère, aujourd'hui. Je ne suis que du décor. Il a serré la mâchoire. Tu montes ça en épingle. Non, ai-je dit.
C'est toi qui l'as fait. Tu ne pensais simplement pas que je le remarquerais. Il a soupiré, en se frottant la tempe. Écoute, c'était la décision de Brianna. D'accord. Elle voulait que les photos soient uniquement avec son cercle proche. Des lignes épurées, des couleurs assorties, ce genre de choses. Donc, je n'étais pas assorti, ai-je demandé. A-t-elle vérifié les antécédents de ceux qui avaient une structure osseuse photogénique? Il n'a pas répondu à cela. Et peut-être qu'il savait qu'il valait mieux ne pas essayer. Tu sais, ai-je dit, en marchant finalement vers lui. Je ne m'attendais pas à être sous les feux de la rampe. Je ne m'attendais même pas à un toast, à une danse ou à une mention. Je m'attendais juste à un siège, à une place quelque part qui dise « Tu comptes assez pour être ici comme tout le monde ». Tu comptes, a-t-il marmonné, presque comme si ça lui faisait mal de le dire. Alors pourquoi n'as-tu pas agi comme tel? Ses yeux ont glissé au-delà de moi, vers le reste de la pièce. Les invités qui nous observaient maintenant plus ouvertement, le photographe qui faisait une pause en pleine prise de vue, le DJ qui baissait légèrement le volume. Il détestait ce genre d'attention. Je pouvais le lire sur tout son visage. Il voulait que la journée soit parfaite, bien préparée, instagrammable, et maintenant elle ne l'était plus. Non pas parce que j'avais fait un caprice, mais parce que j'avais refusé de disparaître en silence. Écoute, a-t-il dit, en serrant les dents. Si c'est une question d'argent, ce n'est pas le cas. Je l'ai coupé. C'est une question de respect, et aujourd'hui, ça m'a montré à quel point j'en ai peu de ta part. Il a ouvert la bouche, comme s'il allait protester, mais rien n'en est sorti. Juste une expiration de frustration. Je pars, ai-je dit, en ajustant l'enveloppe dans ma main. Mais ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que les photos soient parfaites. Pas de grand frère gênant en arrière-plan, pour gâcher la symétrie. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. Les graviers ont crissé sous mes chaussures, alors que je me dirigeais vers ma voiture. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. Je me suis juste assis au volant un instant, regardant le vignoble s'éloigner dans le rétroviseur. C'était surréaliste, comme si je venais de sortir d'un film où je n'étais pas choisi comme personnage principal, ni même pour un second rôle, juste un figurant qui s'était approché trop près du cadre. De retour à l'hôtel, je me suis changé, j'ai fait mon sac, et j'ai ouvert l'enveloppe que j'avais récupérée. J'ai sorti le mot que j'avais écrit, celui où je disais être fier de lui, où j'espérais que l'argent les aiderait à commencer un nouveau chapitre. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai déchiré nettement en deux. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Il n'est pas resté éteint longtemps. Environ 1 heure plus tard, quand je l'ai rallumé, j'avais 6 appels en absence de Nat, 4 de ma mère, et une série de messages de plus en plus anxieux. Le dernier venait de Brianna. Il disait simplement « Tu as vraiment tout gâché aujourd'hui ». Et c'est à ce moment-là que la culpabilité s'est envolée. Cette phrase, la façon dont elle l'avait tournée, comme si j'avais détruit leur petit conte de fées soigneusement filtré, a fait que quelque chose en moi s'est finalement mis en place. Je n'avais rien gâché. Je l'avais exposé au grand jour. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel avant le lever du soleil. L'employé de la réception a à peine levé les yeux quand j'ai déposé ma carte, ce qui m'allait très bien, car je n'étais pas d'humeur à bavarder. J'ai attrapé un croissant rassis au bar du petit déjeuner, je l'ai jeté sur mon siège passager, et j'ai quitté cette ville viticole, comme si elle me devait de l'argent. Le temps que je rentre à mon appartement, j'avais accumulé 11 appels en absence supplémentaires, et 2 messages vocaux que je n'avais aucune envie d'écouter. Les SMS de ma mère avaient complètement changé de ton, passant de « Tu n'aurais pas dû partir » à « S'il te plaît, appelle ton frère, il est effondré », pour finalement en arriver à celui qui m'a vraiment fait rire. La famille implique parfois de faire des sacrifices, Adam. Des sacrifices. Je me suis assis sur mon canapé, toujours dans mon jean de la veille, relisant cette phrase. On aurait dit un texte tiré d'un maniet de réfrigérateur, dans une boutique de station-service. Qu'est-ce que Nat avait sacrifié exactement? Ses photos de mariage allaient toujours correspondre à son image. Sa mariée allait toujours les publier avec des légendes comme Béni et notre conte de fées commence. Il aurait toujours l'expérience parfaite qu'il voulait, moi un frère qui jurait apparemment avec la palette de couleurs. Et voici le truc, j'avais déjà fait les sacrifices. Il ne l'avait tout simplement jamais remarqué. Depuis 1 an et demi, j'aidais discrètement Nat avec sa start-up,
une entreprise d'importation de matelas qui, franchement, perdait de l'argent. Ce n'était pas de notoriété publique, mais quand il s'est lancé, il m'a appelé en panique, parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour se porter garant d'un prêt. Pas pour une maison, pas pour une voiture, pour un entrepôt et un contrat d'inventaire. Je n'ai rien demandé en retour. Je me suis dit, c'est mon frère. S'il réussit, nous gagnons tous. S'il échoue, au moins il a essayé. Et oui, peut-être qu'une partie de moi espérait que de l'aider maintenant, serait enfin perçu comme quelque chose de plus, que le simple fait qu'Adam soit digne de confiance. Je n'en ai jamais parlé à nos parents. Je n'en ai même pas parlé à mes amis. C'était juste une chose que je gérais discrètement. Je m'assurais que les paiements soient faits à temps, je répondais à quelques appels de la banque quand les choses se corsaient, et je lui ai même viré 3000 € en urgence l'automne dernier, quand son fournisseur a failli se retirer. Tout cela sans un merci plus long, qu'un SMS d'une seule ligne. Je te suis reconnaissant, frérot. Ce chèque que j'avais récupéré sur la table des cadeaux, ce n'était pas seulement un cadeau de mariage. C'était moi qui traçais enfin la limite. Mais maintenant, assis là dans mon appartement, entouré de courriers non ouverts et de plantes à moitié fanées, j'ai réalisé quelque chose de plus profond. Ils n'avaient pas seulement oublié ma place au mariage. Ils avaient complètement oublié mon rôle. Alors, je me suis mis au travail. Tout d'abord, j'ai ouvert mes dossiers, tous les échanges de courriels, tous les documents signés, tous les relevés bancaires liés au prêt. J'étais toujours le co-emprunteur, ce qui signifiait que j'avais toujours un accès administratif. Le prêt n'était pas entièrement remboursé, loin de là. Et bien que je n'ai fait aucune réclamation légale sur l'entreprise, j'avais un moyen de pression. Je ne voulais pas le détruire. Vraiment pas. Mais quelque chose dans le SMS de Brianna, tu as vraiment tout gâché aujourd'hui, résonnait dans ma tête comme un défi, comme si leur petit monde parfait ne pouvait pas supporter une once de réalité. Comme si mon soutien silencieux des 18 derniers mois, était moins important que mon apparence en arrière-plan de leur carrousel Instagram. J'ai rédigé un email, simple, clair, irréprochable sur le plan juridique. J'ai informé la banque que, pour des raisons personnelles et financières, je me retirais officiellement en tant que co-emprunteur, et que je n'autorisais plus l'utilisation de mon crédit ou de mon identité, dans les opérations commerciales. J'ai joint les formulaires appropriés, mis l'email de Nat en copie, et j'ai cliqué sur envoyer. Ensuite, pour faire bonne mesure, j'ai transmis quelques documents clés à un ami avocat de l'université, au cas où les choses deviendraient compliquées. Non pas parce que je m'attendais à me battre, mais parce que Nat était impulsif et Brianna. Disons simplement que je ne faisais pas confiance à quelqu'un, qui considérait les centres de table de mariage, comme des atouts de marque. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne connaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis, il a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Nat. J'ai répondu. Sa voix était sèche. Tendue. Viens-tu juste de te retirer du prêt? Oui. Pourquoi? Maintenant que tu es marié, ai-je dit d'un ton plat, il est temps de voler de tes propres ailes. Il y a eu un blanc. Adam, allez. Ce n'est pas le moment d'être mesquin. Je pouvais l'entendre. La frustration qu'il essayait de contenir. Le ton de quelqu'un qui croyait toujours être la personne raisonnable dans la conversation. Que j'exagérais. Que tout cela s'envolerait, comme l'une de ces nombreuses factures impayées. Ce n'est pas mesquin, ai-je dit. C'est un retard à rattraper. Tu fais vraiment ça à cause d'une chaise? Non, ai-je dit, en me penchant en arrière. À cause d'un schéma répétitif. Et la chaise n'était que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il a expiré brusquement. D'accord, parlons-en. Viens. On va trouver une solution. Tu veux dire comme la façon dont tu as trouvé où m'asseoir, ou comment dire à tout le monde que je ne comptais pas assez pour les photos, ou comment laisser ta nouvelle femme me traiter comme un inconvénient. Silence. Tu n'as même pas demandé si j'allais bien quand je suis parti, ai-je ajouté, tu n'as pas pris de mes nouvelles. Tu as appelé parce que maintenant, il y a quelque chose que tu attends de moi. Encore le silence. Puis plus doucement. Alors, c'est permanent? Tu en as juste fini. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Ça dépend de toi. Et puis j'ai raccroché. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas suffisant.
Je me sentais fatigué, comme si je venais de finir de nettoyer un désordre qui n'était pas le mien, mais qu'on m'avait quand même laissé. Un désordre qui s'était accumulé pendant des années. Et les affrontus, les moments balayés d'un revers de main, les trahisons silencieuses dont personne n'aurait jamais pensé que je les remarque. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Nat n'était pas le seul à être ébranlé, par ce que j'avais fait. L'effet domino avait déjà commencé. Le père de Brianna, un investisseur silencieux dans l'entreprise de Nat, se posait des questions. Ma mère organisait maintenant un dîner de médiation familiale, et ma boîte de réception était sur le point de s'illuminer de messages de cousins qui, s'est-il avéré, avaient également été snobés, par les ajustements de la liste d'invités de Brianna. Mais j'y viendrai bientôt, car le moment qui a vraiment tout fait basculer, celui où les choses sont passées d'un drame familial gênant à une rupture totale, est survenu 3 jours plus tard. J'ai reçu un message Facebook de ma cousine Mélissa. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais nous avions grandi autour des mêmes dîners de fêtes chaotiques, et partagé plus de quelques regards exaspérés, au fil des ans. Son message était court. Et, je me demandais juste, a-t-on également refusé de t'inclure dans les photos de famille? Ce mot, également, m'a pétrifié. Nous nous sommes appelés ce soir-là. Mélissa avait été assise à la table la plus éloignée, près des chauffages d'appoint. Son mari n'avait même pas eu de carton de placement. Apparemment, Brianna avait envoyé un plan de table mis à jour au coordinateur de mariage, 2 nuits avant l'événement, remaniant les places pour optimiser l'esthétique. Traduction, toute personne de plus de 30 ans, peu photogénique ou non présentable sur TikTok, a été repoussée aux marges. Et ce n'était pas seulement Mélissa. Elle avait déjà parlé à 2 autres cousins. L'un qui avait conduit 6 heures et à qui l'on n'avait même pas offert à boire, et un autre qui avait acheté une machine à expresso de 400 € sur leur liste de mariage, pour se retrouver assis derrière une haie. Plus elle creusait, plus elle trouvait de choses. La moitié du côté Reynolds de la liste des invités avait été mise à l'écart, au profit du cercle d'influenceurs de Brianna, de parents éloignés de son cours de pilates, et de personnes qui correspondaient à l'ambiance. Le mariage n'était pas une célébration. C'était une séance photo, avec des vœux. Mélissa a terminé l'appel en disant « Je ne pense pas être dramatique, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils nous ont utilisés comme des bouche-trous. Des figurants d'arrière-plan. Comme s'ils étaient gênés, d'avoir de la vraie famille là-bas. » Je lui ai dit qu'elle n'était pas du tout dramatique. Plus tard dans la nuit, je suis devenu curieux. J'ai cliqué sur le compte Instagram de Brianna. Bien sûr, les photos avaient commencé à affluer, des clichés parfaitement filtrés, de charme rustique et de rire candide. Nat ressemblait à une publicité pour de l'eau de Cologne. Brianna ressemblait à une influenceuse mariage, dans un post sponsorisé. Les légendes étaient aussi creuses que ce à quoi je m'attendais, le jour où notre éternité a commencé. J'ai fait défiler et défiler les photos. Des dizaines de photos. Pas une seule ne mettait en scène un membre de notre famille. Pas même nos parents. Pas même le témoin de Nat, dont j'ai appris plus tard qu'il était un de ses anciens collègues, et non son véritable meilleur ami, parce qu'apparemment, il ne correspondait pas au look. Ça m'a frappé à ce moment-là. Il ne s'agissait pas seulement de moi, à qui l'on manquait de respect. Il s'agissait de toute la famille, qui avait été reconditionnée pour correspondre à une marque, et il pensait qu'aucun de nous ne dirait quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Maman a répondu sur haut-parleur, ce qui signifiait que papa rôdait dans les parages. Je suis resté courtois. J'ai demandé comment ils allaient, s'ils étaient bien rentrés, comment s'était passée la suite de la réception. Ils étaient sur la défensive, polis, mais prudents. Je pouvais dire qu'ils n'étaient pas sûrs de mes intentions. Finalement, maman a soupiré et a dit, « Adam, j'aurais aimé que tu ne partes pas comme ça. Tu as embarrassé ton frère. » J'ai attendu un instant. T'a-t-il dit où j'étais assis? Il y a eu un silence. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Tu aurais dû en parler discrètement, pour que ça paraisse mieux devant la caméra. Mieux devant la caméra, ai-je demandé, sans cacher mon agacement. Elle n'a pas répondu à ça. Je ne suis pas en colère, ai-je dit calmement. J'en ai juste fini de faire semblant, de ne pas avoir été traité comme une arrière-pensée. Et apparemment, je n'étais pas le seul. Ça a attiré leur attention. Je leur ai parlé de Mélissa, des cousins, des gens qui bouillonnaient silencieusement, en coulisses. Tous trop polis pour faire un scandale, mais pas trop aveugles pour voir ce qui s'était passé. Papa a finalement pris la parole.
Il a dit que Brianna avait organisé la majeure partie de l'événement. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Et Nat l'a laissé faire. C'est la partie que personne ne dit. Maman a essayé de le défendre. Elle a dit que les mariages sont stressants, que les couples font des erreurs, que peut-être ils se rattraperaient plus tard. Ils ne le feront pas, ai-je dit sèchement. Parce qu'ils ne pensent pas avoir fait quelque chose de mal. Et c'est à ce moment-là que je leur ai parlé du prêt. Le silence à l'autre bout de la ligne a été immédiat, et total. J'ai laissé passer une seconde, pour que l'information fasse son chemin. Tu quoi, a finalement demandé mon père. Je me suis porté co-emprunteur du prêt, pour le bail de l'entrepôt de Nat, ai-je dit. Il y a 18 mois. Je couvre les paiements qu'il n'a pas pu honorer. Personne ne le savait parce que je n'en ai pas fait toute une histoire. Je l'ai juste fait discrètement, comme je le fais toujours. La voix de ma mère s'est brisée. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je pensais aider, ai-je répondu. Parce que je pensais que c'est ce que faisait une famille. J'ai laissé le silence planer à nouveau. Bref, ai-je continué. Je me suis retiré. J'ai prévenu la banque. Nat est tout seul maintenant. Mon père s'est éclairci la gorge. Il a dit, tu essaies de le saboter. Non, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de le protéger. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Monsieur Galland, le père de Brianna. Son ton était glacial mais poli. Il a demandé si je pouvais clarifier certains changements soudains, dans les accords de prêt, qui avaient été portés à son attention. J'ai expliqué la situation, mon implication antérieure, mon retrait officiel, et le fait que je n'avais aucune obligation légale, de continuer à soutenir une entreprise qui m'avait exclu, financièrement et personnellement, dès le premier jour. Je comprends, a-t-il dit après un long silence. J'aurais juste aimé que vous m'en parliez d'abord. J'aurais aimé que beaucoup de choses soient faites différemment, ai-je répliqué. Les 48 heures suivantes ont été floues. Les répercussions se sont propagées rapidement. Nat a appelé 3 fois de plus. Il a laissé des messages vocaux, auxquels je n'ai répondu à aucun. L'un était furieux, le suivant plein d'excuses, le troisième un mélange de demi-excuses, et de rires forcés. Il disait que Brianna était super contrariée, et que tout le monde dramatisait. Et ne pouvons-nous pas simplement repartir à zéro? Mais je ne voulais pas repartir à zéro. Je voulais tourner la page. Ce vendredi-là, j'ai reçu une invitation. Pas pour un autre mariage, heureusement, mais pour un brunch organisé par Mélissa. Un groupe de cousins, et de cousins issus de Germain, prévoyait une petite réunion décontractée. En partie pour décompresser, et en partie pour reconnaître silencieusement, que quelque chose s'était brisé entre nous et Nat. C'était informel, juste du café, des gaufres, et des gens qui avaient réellement envie de se voir. Pas de photos posées, pas de filtre, pas de hiérarchie basée sur l'apparence devant la caméra. Nous avons échangé des histoires, ri de l'absurdité de la situation, pleuré un peu aussi, surtout la cousine qui avait payé son billet d'avion avec sa carte de crédit, juste pour soutenir la famille. Et vers la fin, Mélissa m'a regardé et a dit « Merci d'être parti. Nous y pensions tous. Tu as juste eu le cran de le faire. » Ça m'est resté en tête. Il aurait été plus facile de rester silencieux, de m'asseoir sur ma petite chaise pliante près du mur, et de sourire poliment pour la caméra. Mais au lieu de cela, je me suis levé. Pas pour faire un drame, pas par vengeance, mais parce que j'avais enfin pris conscience de ma valeur, et que je n'allais pas les laisser me l'enlever. 3 semaines plus tard, Nat m'a envoyé une lettre manuscrite. Je l'ai toujours, rangée dans le tiroir, avec le mot déchiré que j'avais autrefois glissé avec ce chèque de 1500 €. La lettre était un mélange de regrets, de frustration, et de vagues tentatives de réconciliation. Il n'a jamais vraiment écrit les mots « je suis désolé ». Mais il a écrit ceci, je pensais que garder la paix, signifiait éviter les conflits. Je vois maintenant que cela signifiait vraiment, t'ignorer. J'avais tort. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être que non. Mais je sais une chose, je ne suis plus le frère de l'ombre. Je ne suis pas un bouche-trou, un plan B, ou une chaise près du mur. Je m'appelle Adam, et j'ai enfin choisi de penser à moi. Et cette fois, je suis resté dans le cadre.